3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. 3 stratégistes avec nous ce soir. Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Florent Delorme avec nous ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Stratégiste chez M&G Investments. Et le 3e stratégiste ce soir, Wilfried Galland. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Au-delà du sourire en première intention que peut provoquer chez nous la situation politique au Royaume-Uni, si on dépasse ce stade, qu'est-ce qu'on a envie de dire d'intelligent et qu'est-ce que la crise politique britannique doit amener comme réflexion quand on est dans le domaine de l'investissement et de la stratégie de marché? Déjà, ça nous amène au lien entre l'économie et le politique. C'est-à-dire que ce qu'on a vu depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est que l'économie du Royaume-Uni était quand même prenait les vents véritablement économiques de face, quasiment les plus puissants parmi toutes les économies développées, et avec une approche très particulière du gouvernement qui était une approche en fait de laisser faire les ajustements économiques sans avoir beaucoup de soutien à la population, sans avoir beaucoup de soutien au pouvoir d'achat, beaucoup de soutiens sociaux. La stratégie était même un resserrement fiscal important, un rééquilibrage budgétaire face à une économie affaiblie, avec de l'inflation. C'était la stratégie budgétaire défendue jusqu'à présent. On jouait à fond l'orthodoxie, en fait, voilà. Par rapport à une crise qui était perçue comme étant un choc extérieur et donc l'opportunité de rééquilibrer un certain nombre de choses. Ce qu'on voit, c'est que déjà l'opinion public britannique, en fait, supportait de moins en moins quand même cette approche extraordinairement violente de la part du gouvernement. Et évidemment, les turpitudes de Boris Johnson et les accidents politiques autour de ses déclarations, autour de un certain nombre de comportements, font que c'était devenu intenable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Boris Johnson, d'une certaine façon, a poussé les institutions britanniques un peu à la limite, en résistant à un vote de défiance à l'extrême limite, mais en se maintenant à toute force, en essayant de mettre des fidèles dans son cabinet, en utilisant un peu toutes les ficelles. Mais les institutions britanniques, peut-être contrairement à certaines institutions, en particulier aux États-Unis ou autres, sont véritablement extraordinairement résiliente et serrée, étroite, pour justement ne pas permettre un comportement qui pourrait remettre en cause les équilibres démocratiques. Je rappelle que ça vient quand même de la charte de Jean Santerre au XIIIe siècle, acquis de longue date, et de la glorieuse Révolution, 1788. Et donc, à partir de ces moments-là, on voit que l'économie et la politique britannique, finalement, se sont mis ensemble pour dire, voilà, maintenant il faut passer à autre chose, et que même Boris Johnson, avec tous ses excès, a été obligé de s'y conformer. Il faut être prudent parce qu'il y a d'autres instabilités politiques en Europe, en Italie, en France, on voit qu'on est bien, mais enfin, on a quand même quelques interrogations sur la solidité tout de même de la configuration politique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, globalement, ça participe à une certaine... on en reparlera pour l'euro, mais je pense globalement à une certaine méfiance de la part des investisseurs sur le fait que l'Europe n'est pas à l'abri des turbulences politiques. Ça enlève du risque ou ça n'enlève pas de risque? À court terme, je pense que ça enlève un peu de risque. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que ça va changer quand même les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est-à-dire que Boris Johnson était vraiment un Brexiteur pur et dur. La nouvelle articulation de l'Europe, peut-être autour de cette communauté politique européenne, je pense, pourrait permettre de réintégrer plus facilement, de façon plus souple, le Royaume-Uni dans une certaine coopération européenne. Les affaires géopolitiques, ça, par contre, ça va peut-être remettre un petit peu plus de turbulence parce que Boris Johnson était vraiment en pointe dans le soutien à l'Ukraine, financier, le soutien militaire. Là, voilà, comment est-ce que ça va évoluer? Ça va être dans les prochains mois. Il va falloir que quelqu'un d'autre prenne le leadership. C'était vraiment Boris Johnson qui était leader. Le fer de lance de la stratégie. Voilà, pas nécessairement en termes financiers, parce que ce sont les États-Unis. Oui, bien sûr. Mais véritablement en termes de soutien européen, il était véritablement totalement
totalement impliqués sur ce sujet-là. Donc voilà, ça va peut-être changer un peu. Peut-être que du côté du Kremlin, il y en a qui se félicitent du fait que Boris Johnson soit en train de partir. Donc voilà, ne sourions pas trop largement sur ces sujets-là. Ça pourrait nous donner peut-être quelques mauvaises surprises sur ce plan-là. Bon. Xavier, qu'est-ce que ça inspire comme commentaire, comme réflexion, encore une fois, quand on est dans le prisme des marchés Alors c'est vrai que ça enlève un peu d'incertitude, on peut espérer des négociations avec l'Europe, l'Union européenne un peu plus fluides, je vais dire, mais par contre sur les fondamentaux ça ne change rien, et le problème c'est que les fondamentaux sont difficiles. Et sur le problème de l'Irlande du Nord et donc de la renégociation de l'accord, il n'y a toujours pas de solution, il faut mettre une frontière quelque part, et personne n'est d'accord sur où. Et le remplaçant de Boris Johnson risque d'être quand même un eurosceptique. A priori, on sait, il y a différents candidats, mais ils sont tous plutôt du côté eurosceptique. Donc ça va rester un problème difficile. Le problème de l'Écosse reste aussi pour le Royaume-Uni. Et puis sur le plan macro, les déséquilibres sont encore là. C'est le pays qui fait le plus face à la stagflation. Inflation très élevée. Et problème d'offres, en fait, parce que le Royaume-Uni fait face, comme l'Europe, au problème de hausse de prix de l'énergie et tout ça, plus l'effet négatif du Brexit, bien sûr, avec la population active qui a baissé l'année dernière. Et donc ça, on peut changer de Premier ministre, les problèmes restent là. C'est un concentré exacerbé de tous les problèmes qu'on connaît, mais qui sont encore une fois concentrés, exacerbés dans ce laboratoire britannique post-Brexit. Et une petite économie ouverte, contrairement à la zone euro, ce qui pose le problème du change, qui a un impact beaucoup plus gros. La Banque d'Angleterre, qui là voulait ralentir ses hausses de taux, qui risque plutôt de les réaccélérer cet été. Le marché presse quasiment 50 points de base de hausse de taux en août. Déjà 125 points de base qui ont été délivrés, c'est ça, par tranche de 25 points de base. Là, ils risquent d'accélérer à 50 points de base, malgré ce qu'ils ont dit lors de la dernière réunion qu'ils voulaient plutôt se calmer. On voit que voilà, il n'y aura pas de solution facile pour le Royaume-Uni dans les prochains mois. Non. Et vous l'avez dit d'un mot, mais c'est vrai que c'est un sujet... On revoyait quelques titres comme ça, mais qui passaient sous le radar. L'idée qu'il va falloir remettre le couvert sur notamment le protocole nord-irlandais issu du Brexit. Il y a déjà quelques jours, quelques semaines, c'était une idée qui montait un petit peu. Il y a beaucoup d'autres sujets dans les marchés en ce moment, donc c'est peut-être pas l'idée principale, mais c'est un sujet qui n'est pas réglé. C'est un sujet qui n'est pas réglé et qui, pour moi, est un des gros points de blocage dans la relation Royaume-Uni-Union européenne. Le Royaume-Uni a déjà voulu mettre la pression sur l'Union européenne au moment des premières négociations sur le Brexit, et on a bien vu que l'Union européenne, sur certains sujets, ne bougeait pas, notamment quand ça touche au marché unique. Et là, en Irlande du Nord, c'est ça le problème. Donc, il n'y a pas de bonne solution, j'allais dire, sur ce sujet-là. On peut espérer que les négociations se passent un peu mieux sans Boris Johnson, mais ça ne va pas changer le fait qu'il y a des avis opposés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et même, 2 ans d'expérience du Brexit tel qu'il a été décidé, est-ce que ça peut adoucir quand même des positions britanniques, y compris dans le camp des Brexiters ? Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Les dernières semaines, on avait encore un Parlement qui voulait passer des lois pour changer le protocole nord-irlandais de façon unilatérale. Donc, et moi, c'est peut-être un espoir que ça change, mais vu les gens qui sont considérés pour remplacer Boris Johnson, ils ont quand même des positions assez dures sur ce sujet. Qu'est-ce que, commentaire, réflexion complémentaire évidemment, Florent, et puis ça peut nous amener gentiment à parler aussi de l'euro en tant que monnaie, zone économique. Le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro évidemment et n'est plus dans l'Union européenne, mais ce qui se passe là-bas peut participer à peser peut-être un petit peu sur notre devise européenne. Question. Alors le départ de Boris Johnson sur le plan des relations avec l'Union européenne peut apaiser un petit peu les choses, parce que c'est vrai qu'il avait un style de négociation avec l'Union européenne qui était particulièrement musclé. Et donc on peut imaginer que tout en gardant une ligne évidemment favorable au Brexit, puisqu'il ne s'agit pas du tout en Angleterre de remettre en cause le chemin qui a été parcouru. Il ne faut pas concevoir son éviction comme la possibilité de revenir à une relation vraiment très, très forte avec l'Union européenne. Mais disons, dans le style, on peut imaginer quand même des négociations plus apaisées, ce qui est plutôt une chose positive. Et pour ce qui concerne la ligne diplomatique à l'égard de la Russie,
c'est plus difficile d'envisager une inflexion parce que la ligne dure vis-à-vis de la Russie est un des axes permanents de la diplomatie britannique depuis très longtemps et c'est un axe assez largement partagé sur l'ensemble du spectre politique. Donc je dirais pas trop d'évolution de la ligne diplomatique à mon sens et sans doute un retour d'un dialogue un peu plus approfondi avec l'Union européenne, mais sans pour autant céder sur l'essentiel. Donc, in fine, il n'y a pas effectivement d'évolution majeure à l'annonce du départ de Boris Johnson. Alors qu'est-ce que ça implique pour l'Union européenne et l'euro, puisque c'est la suite. Je voulais qu'on transitionne gentiment vers la question de la monnaie européenne, au plus bas depuis une génération contre dollar. S'il faut réfléchir sur alors la force du dollar, bien sûr, mais sur ce qui peut potentiellement peser, affaiblir conjoncturellement, mais aussi structurellement l'euro, est-ce que la situation britannique y participe encore ? Assez peu, je crois, parce que les difficultés que l'euro traverse sont pour une grande part liées à l'affaiblissement de la puissance économique allemande, puisque l'euro, depuis sa création, est porté par l'économie allemande, et en particulier par les excédents commerciaux allemands. Et là, on a effectivement un changement de régime assez brutal du côté de l'Allemagne, avec un enjeu stratégique qui est loin d'être réglé en ce qui concerne l'accès à l'énergie, des exportations qui sont elles-mêmes en difficulté, et donc les paradigmes sur lesquels l'euro a tenu depuis sa création sont en train de vaciller. Donc la faiblesse de l'euro n'est pas liée uniquement à la force du dollar, il y a quand même une faiblesse structurelle du fait de la fragilité du cœur de l'Europe et les difficultés historiques de l'Europe, à savoir en particulier la question italienne, sont toujours présentes. Si on ajoute à ça la proximité géographique avec le théâtre des opérations militaires, ça fait effectivement un cocktail qui ne milite pas pour un euro fort. Donc on voit mal comment l'euro pourrait rapidement retrouver des couleurs dans un environnement comme ça. L'euro qui a été historiquement designé comme une monnaie forte. Oui. Sur le modèle allemand, c'était le Deutschmark. Le Deutschmark, la Bundesbank, les excédents courants. C'était le deal entre Kohl et Mitterrand. C'est-à-dire, oui, je vous autorise à fusionner avec l'Allemagne de l'Est et donc à faire véritablement un géant au cœur de l'Europe qui va me dépasser désormais largement, moi, la France. J'accepte ça, à condition que vous nous donniez votre monnaie. Et Kohl de dire, pas de problème, mais la monnaie européenne, ce sera en fait le Deutschmark. Et les règles qui vont avec. Voilà, et ce sera bien à Francfort. On est d'accord. Bon. Et effectivement, tout ceci est en train de changer. En fait, le modèle, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, je pense que le modèle allemand, c'était trois choses. C'était l'énergie russe, c'était les exportations vers la Chine, et c'était une semi-faiblesse, en tout cas une parité de pouvoir d'achat largement favorable à l'Allemagne pour l'euro. Là, effectivement, il reste l'euro, d'une certaine façon, qui continue à favoriser le modèle exportateur, peut-être à leur corps défendant. Mais les deux éléments majeurs, justement, de moteur économique ont disparu, avec l'énergie russe pas chère, qui aura permis de faire cette énorme erreur d'abandonner le nucléaire au moment de Fukushima, de dire c'est pas grave, on a le gaz russe. Effectivement, stratégiquement, c'est une... L'histoire a accéléré effectivement la chronologie de la fin du modèle allemand, d'une certaine manière. Exactement. Et puis, d'autre part, avoir des relations toujours très étroites avec la Chine. Je rappelle que, par exemple, Volkswagen, la Chine, c'est 40% des ventes. Donc c'est absolument majeur pour encore aujourd'hui. Donc c'est absolument majeur pour l'Allemagne, mais ça pose problème et ça pose de plus en plus de problèmes parce qu'on voit bien que la tectonique des plaques économiques et géopolitiques fait que la plaque chinoise est en train de s'écarter de plus en plus des plaques occidentales. Et donc l'Allemagne doit choisir. Elle ne veut pas choisir.
Et on voit très bien encore la semaine dernière, le patron de Volkswagen dire il faut absolument continuer à avoir des relations étroites avec la Chine. Ça m'a beaucoup marqué. C'était une réunion justement de patrons où il disait il faut que nous garantissions des relations étroites. Il est hors de question d'abandonner ce lien avec la Chine. On se coupe du gaz russe, on ne va pas non plus se couper du marché chinois tout de suite. Voilà, on a tellement bien réussi pour la Russie, pourquoi ne pas continuer dans les succès avec la Chine. Et donc ça, effectivement, ça affaiblit l'euro, qui continue à vivre avec cette espèce de prime de désintégration au-dessus de la tête, comme tu l'as très justement dit, du fait justement de la fragmentation des performances économiques, en particulier en Italie. Mais on voit maintenant, on est avec la France, on est dans la zone semi-cœur. Semi-corps, voilà, on dit. Voilà, exactement. Pour pas blesser trop notre voilà, donc plus notre fierté. Vraiment au cœur. Donc il y a ce sujet-là, et le sujet que finalement, quand les temps sont difficiles, la réaction des investisseurs internationaux, c'est de se tourner vers le dollar. Et donc malgré tout, il faut conclure, je pense, ce point-là en disant, malgré tout, c'est essentiellement la force du dollar qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit l'indice dollar face à un panier de monnaie, l'euro n'a pas baissé beaucoup plus, un petit peu plus, depuis le début de l'année, un petit peu plus, 1 ou 2% de plus, que le panier de monnaie général face au dollar. Donc c'est véritablement la puissance du dollar, et aussi le fait que maintenant l'euro n'est plus considéré comme as good as greenback. Donc c'est plus. On pensait que ça pouvait être le cas. Ah bah c'était l'objectif. Oui. C'était l'objectif, et malheureusement, on voit que c'est pas le cas. Ouais. Voilà. Retour 20 ans en arrière, sur la parité euro-dollar. Mais c'est quand même un signe fort. Mais c'est un signe très fort. Sachant qu'il y a 20 ans, la chute avait continué et on s'était arrêté à 0,84. Moi, je serais moins négatif sur l'euro. Ma question, c'est est-ce que l'euro est aussi faible que la parité euro-dollar le laisse entendre là aujourd'hui ? Non, parce que comme vous avez dit, le dollar est très très fort. En termes réels, il est au plus fort depuis 86. Donc c'est clairement lui. L'euro, il n'est pas passé sous ses niveaux de 2015 quand la BCE était passée en taux négatif et avait commencé le QE. Donc au final, c'est beaucoup le dollar fort. Il y a des faiblesses de l'euro. Il y a des risques encore de baisse de l'euro. Pour moi, il y en a 3 principaux. C'est le prix du gaz. Clairement, ça impacte négativement tout de suite. Il y a le risque de fragmentation financière, et donc là, très important, ce que fera la BCE le 21 juillet. Si elle déçoit, évidemment, on peut aller plus bas sur l'eurodoll. Et il y a le risque politique, c'est plus du moyen terme, c'est le fait, notamment à l'approche des élections en Italie l'année prochaine. Voilà, on sait que la zone n'est pas finie d'être construite, on n'est pas une zone optimale, et donc il y a des risques. Par contre, au niveau qu'on a aujourd'hui, il faut voir qu'on est sur une sous-valorisation historique très très forte face au dollar. Taux de change d'équilibre, il est toujours estimé autour de 1,20 ? J'estime 1,25, 1,30. 1,25, 1,30. Une monnaie structurellement forte. Exactement. Et donc là, on est vraiment sur des niveaux extrêmes. On n'a pas de divergence économique aussi grosse que quand on était avec Trump, par exemple. C'est-à-dire que la BCE, elle va sortir de ses taux négatifs. Et ce qui, à mon avis, est un élément très important pour l'euro. Les taux négatifs étaient principalement faits pour faire baisser l'euro quand ils ont été mis en place. Donc ça, normalement, d'ici septembre, on n'a plus de taux négatifs en zone euro. Donc ça va aider. Et d'un point de vue budgétaire, ce qu'on voit, contrairement aux années précédentes, c'est qu'à la limite, il y a plus d'activisme budgétaire en Europe qu'aux États-Unis. Et après les mid-terms, si les républicains gagnent les 2 chambres, c'est peu probable qu'on ait beaucoup de soutien budgétaire côté américain, alors qu'on en a en Europe. Et ça aussi, ça peut soutenir l'euro à moyen terme. Donc je suis d'accord que l'euro doit rester faible. Maintenant, aussi faible qu'il est aujourd'hui, c'est pas sûr. Est-ce qu'il y a, au moment où on se parle, un doute sur la capacité de la BCE à sortir peut-être des taux négatifs? La volonté est affichée, mais la première hausse de taux n'a toujours pas eu lieu, je le rappelle. Et est-ce qu'il y a un doute sur la capacité de la BCE à mener cette normalisation en bon ordre, en évitant une fragmentation qui serait non souhaitée? On communique beaucoup sur un programme qui, pour l'instant, a un nom, mais n'a pas de substance. Tout à fait, et c'est l'enjeu en fait. Pour pouvoir monter les taux resserrés, il faut absolument avoir un outil qui évite la fragmentation financière, l'écartement des spreads souverains, que ce soit l'Italie ou la France. Et pour l'instant, on n'a pas d'idée de ce qu'ils vont faire en fait. On a l'idée du nom, mais on n'a pas d'idée, et ça va être très compliqué à faire. D'accord, c'est ça ma question. Est-ce que ça prend
trop de temps? Est-ce que ça devient, entre guillemets, suspect? Il y a un problème, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord? Ou est-ce que c'est, il y a le temps des marchés et il y a le temps des banques centrales, comme une banque centrale telle que la Banque centrale européenne? Le problème, c'est qu'ils ont tellement vendu le fait qu'il y aurait un outil annoncé le 21 juillet. Les marchés l'ont beaucoup acheté. Il y a eu une réunion d'urgence, même, Il y a eu une réunion d'urgence. Cette semaine encore, il y avait une réunion non monétaire pour discuter de ce sujet-là. Donc, ils avancent, d'après Villeroy de Gallo, ils avancent sur la construction. On a un nom. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un gros risque le 21 juillet s'ils n'annoncent pas quelque chose de crédible. Alors, peut-être pas le package en place, prêt à être activé, mais au moins quelque chose qui soit totalement crédible pour les marchés. Là, on a un gros risque. Et ça empêcherait la BCE après de remonter les taux. Ouais. Le marché obligataire européen, se montre patient. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire en attendant les détails de ce programme anti-fragmentation qui devient la pierre angulaire de la normalisation possible en zone euro, Florent? Je pense que le marché n'a pas trop de doute sur le fait qu'il y aura une solution qui sera trouvée, une annonce sans doute plus précise à partir du 21 juillet et par la suite une solution, parce que de toute façon l'idée d'une dislocation de la zone euro n'est pas du tout dans les têtes, ni souhaitable, ni dans les têtes des dirigeants européens, y compris des pays du Nord. Donc le nécessaire sera fait, quitte à rompre encore plus avec la doctrine orthodoxe qui était à l'origine de la création de l'euro. Et c'est là où il y a quand même une difficulté, c'est qu'on ne voit pas exactement où va le projet européen, parce que comme tu le rappelais, à l'origine, dans ce partenariat avec l'Allemagne nous amenait une monnaie forte, et dans l'idée des dirigeants, notamment français, cette monnaie forte allait imposer des efforts de productivité à l'économie française. Donc c'était un projet de rigueur, de discipline, et c'est sous la pression de cette monnaie forte, en oubliant les facilités des dévaluations répétitives, que l'économie française allait se hisser en termes de productivité, de niveau de gamme, etc. Force est de constater qu'effectivement, ça n'a pas fonctionné, puisque Mario Draghi a scellé définitivement à son arrivée la fin de ce projet, et on a basculé à nouveau d'un certain point de vue dans ce que l'euro était censé combattre, c'est-à-dire le laxisme monétaire, puisque la monnaie unique, à partir de l'arrivée de Mario Draghi, à nouveau était perçue comme un instrument permettant de faciliter le quotidien et de différer les réformes structurelles, les déficits, le maintien, les déficits budgétaires toujours plus présents, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même un euro qui est plus tout à fait en ligne avec ce qu'il devait promouvoir à sa création. Et donc là, l'outil anti-fragmentation qu'on nous promet est un pas de plus vers un euro encore moins orthodoxe qu'il était prévu à sa création. Et le débat, il se place également sur le terrain budgétaire. Bruno Le Maire le redit, les règles budgétaires sont obsolètes. Aujourd'hui, on voit l'Allemagne. Alors évidemment, situation d'urgence, si le gaz est coupé, on cassera à nouveau les règles budgétaires en Allemagne. La promesse était de revenir à l'orthodoxie pure et dure dès 2023. On voit même l'Allemagne, avec toute la volonté orthodoxe qu'elle peut avoir, sans doute ne sera pas à ce rendez-vous-là non plus. Exactement. Et puis le pendant de cette discipline économique qui devait pendant des années permettre un redressement de la productivité dans le sud de l'Europe, c'était un fédéralisme toujours plus accru, avec effectivement une mutualisation progressive des déficits, des dettes. Et là, on voit bien qu'on en est encore loin, puisque c'est difficile d'imposer une mutualisation dans un moment où certaines des parties profitent finalement de la mutualisation pour laisser dériver leurs comptes publics et se satisfaire d'une productivité de leur économie assez insuffisante. Donc, il y a quand même une question vraiment stratégique sur la construction européenne et l'euro. Le projet initial est complètement à terre. Alors, quelle est la suite? Est-ce que c'est effectivement une fuite en avant monétaire, comme celle qu'on vit, où effectivement on assouplit les règles de plus en plus? Et donc là, l'euro deviendrait une monnaie faible, ne peut devenir qu'une historiquement fort, demain faible. Ou est-ce qu'à un moment donné, on repart sur un projet effectivement plus mobilisateur, mais plus exigeant? Et je ne dis pas que c'est facile à faire, parce que mobiliser le corps social vers plus de productivité et d'efforts, c'est un exercice politique extrêmement délicat. Mais voilà, on voit bien qu'on a lentement dérivé vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le projet initial.
Je sais pas, en tant que stratégiste. Là encore, moi je serais moins négatif. non, mais C'est le but du débat. Exactement. il y a un marché sur l'euro. Il y a un marché Parce sur que l'euro. c'est sûr que la BCE va pas volontairement mettre tous les États en situation de difficulté et tout ça, mais c'est quand même la banque centrale la plus indépendante, au final, dans les grands pays développés. Parce qu'elle se base sur un traité, parce qu'elle a 17 États face à elle et pas un seul, donc c'est plus simple. Donc le fait de dire que la BCE va changer complètement et laisser dériver l'inflation ou tout ça, enfin a priori, normalement, c'est la banque centrale la moins sujette à ce risque-là. Donc on peut espérer si Le modèle orthodoxe n'est pas tout à fait, et pas complètement mort de ce point de vue-là. Là, en ce moment, ils ont besoin d'aide en termes de construction budgétaire et tout ça des États, mais a priori, c'est une des banques centrales les plus puissantes pour pousser les États dans ce sens-là. Mais c'est celle qui a le plus de contraintes aussi. Tout à fait. C'est ça, plus d'indépendante, mais plus de contraintes. Et en fait, juste pour terminer sur ce sujet-là, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Florent. Le sujet, il est politique. Il est d'abord et avant tout politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin des fins, il y a toujours une dominance fiscale. C'est-à-dire ce sont toujours les exécutifs et les politiques fiscales qui dominent la Banque centrale européenne. Parce que le risque... Politique fiscale, c'est politique budgétaire en français. Voilà, non, mais parce que... ça comprend une partie fiscale, effectivement, mais... Voilà, c'est ce qu'on appelle fiscal dominance dans les papiers que sortent les économistes. Et en fait, tant qu'on n'est pas sorti de là, il y a toujours cet aléa moral. Il y a toujours cet aléa moral parce que le risque majeur, en fait, qui pèse, c'est toujours celui de la fragmentation. Et donc, à la fin des fins, la BCE doit intervenir. Face au risque majeur, elle doit faire le pas en avant. Et donc, il faut arriver à avoir un accord politique suffisamment fort et suffisamment contraignant pour qu'on sorte de là, pour effectivement redonner de la marge de manœuvre à chacun. Et là, effectivement, on n'y est pas encore. Et quand on voit les déclarations aujourd'hui de Christian Lindner et de certains faucons du Nord, ça va quand même être très compliqué de remettre tout le monde dans une logique politique et équilibrée d'un point de vue budgétaire. Bon. Il faut se préparer au fait qu'on n'ait peut-être pas d'ailleurs tous les détails à court terme de ce programme anti-fragmentation le 21 juillet. C'est ce que la BCE laissait entendre dès aujourd'hui, même si on a trouvé le nom de ce programme que j'ai déjà oublié. C'est quoi? C'est Fragmentation Protection Mechanism, le mécanisme de protection contre la fragmentation. La Chine, est-ce que c'est l'heure du comeback des marchés chinois, mais de l'économie chinoise avant tout? L'activité semble redémarrer. On a eu les dernières enquêtes d'activité qui montraient un redémarrage. Les efforts de relance s'intensifient. Les agences nous rapportent aujourd'hui que Pékin est prêt à débloquer en avance sur le budget, entre guillemets, 2023, 220 milliards de dollars de financement obligataire. On peut mettre ça dans la case des bonnes nouvelles quand même. Ah, tout à fait. Oui, non, mais alors, on l'attendait. Nous, à LPAM, on était passé surpondéré sur les actions chinoises depuis 2-3 mois. En anticipation. Et en fait, il y a deux drivers. Il y a la réouverture. Et il y a tous les stimulus qui ont été mis en œuvre depuis déjà 2 mois, en fait. Les assouplissements de régulation sur la tech, sur l'immobilier, la relance budgétaire, aussi l'assouplissement monétaire, même s'ils n'ont pas baissé les taux, ils ont injecté plus de liquidités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un des grands événements, c'était le discours de Xi il y a 3 semaines, où il disait que les cibles de croissance et tout ça était maintenu pour cette année. Ouais. Et comme on sait que le deuxième trimestre va être très mauvais à cause des confinements, ça veut dire une très forte accélération de l'économie chinoise dans la deuxième partie de l'année. Ils vont peut-être pas atteindre les 5,5 de croissance pour l'année, mais ils vont s'en rapprocher a priori, vu que c'est une décision du gouvernement central et qui a les moyens, via l'infrastructure, l'investissement, d'arriver à ses fins. Oui, quand on fait les maths économiques, oui, c'est jouable. On peut, en mettant les moyens nécessaires, on peut se rapprocher des 5,5% de croissance officiellement visés par le parti. Tout à fait. Même si c'est pas très positif pour le long terme, si vous faites des investissements qui servent pas à grand chose, à court terme, les investissements, ça fait de la dépense et ça fait des revenus. La philosophie de la relance chinoise, il y a une forme là aussi de blocage. L'objectif étant quand même de basculer le modèle économique chinois. À chaque crise et à chaque effort de relance, c'est les anciens outils. Et oui, ils n'y arrivent pas. Et même peut-être qu'au sein du parti, ça provoque des réticences désormais de la part de certains de réutiliser en permanence ce genre de vieilles. Mais quand vous avez un risque sur la stabilité sociale face à la transformation de long terme,
Alors, je veux bien que ce ne soit pas un pays démocratique, mais ils ont quand même des pressions politiques, et donc ils font comme les autres politiques, c'est-à-dire que stabiliser l'économie avant tout. Un véritable problème de chômage en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, les chiffres n'ont rien à voir avec les chiffres européens, mais quand on regarde par exemple le chômage des jeunes dans les grandes villes, il est en train de monter d'une façon très spectaculaire. Et donc on a des commentaires sur les réseaux sociaux chinois sur, mais en fait, à quoi ça servait de faire des études, y compris avec les confinements, etc. Et donc, comme il y a une pression sociale effectivement qui est très forte, les 5% minimum de croissance, c'est ce qu'il faut pour absorber... Juste pour absorber les millions de nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année. Exactement, 5%, c'est vraiment le minimum. Il y a les diplômés chaque année qui arrivent sur le marché du travail, et ça, c'est très très important pour les autorités. Pas atteindre 5,5, c'est pas très grave, mais 5%, il faut les avoir. Sinon, effectivement, le pouvoir central, c'est quand même l'année où Xi Jinping, normalement, doit avoir un historique 3e mandat. Normalement, en octobre, tout le monde dit octobre, c'est 2e semestre, donc ça peut arriver n'importe quand. Pourquoi vous dites normalement ? En fait, aujourd'hui... Parce que c'est pas sûr ? Parce que c'est pas en fait, parce que effectivement, comme vous le disiez, ce sera peut-être pas aussi éclatant que... Il y a par exemple dans cette publication extraordinairement objective qui est le quotidien du peuple, tout le monde regarde savoir quelle est par exemple la maxime de Xi Jinping qui est toujours en première page. Or, il y a eu quand même plusieurs numéros du quotidien du peuple où il n'y avait pas Xi Jinping en première page. Voilà, et tout le monde s'est dit, mais effectivement, il y a un problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que, une des interprétations du fameux discours d'il y a 3 semaines, c'est effectivement d'essayer de reprendre la main pour dire, je suis toujours là. C'est pas mon Premier ministre qui décide, c'est pas, voilà, je suis toujours là. Et ça montre quand même une espèce de nervosité du pouvoir chinois. Et donc, je pense que les fameux 220 milliards, qui effectivement cumule beaucoup de choses, 220 milliards, c'est un chiffre qui marque, mais il y a beaucoup de choses qui vont être étalées dans le temps. Mais c'est extraordinairement nécessaire pour dire, oui, je vous impose beaucoup de contraintes aujourd'hui, mais regardez, ça fonctionne. Parce que si en plus ça ne fonctionne pas, là, le fils du ciel, comme on appelait avant l'empereur chinois, a véritablement un gros souci. Avec tout ce qu'on a dit, vos commentaires bien sûr Florent, mais on est arrivé à un point où à un moment, les grands gestionnaires d'actifs mondiaux sous-détenaient ou sous-détiennent toujours les actions chinoises. Enfin, tous ceux qui ont vendu. Enfin voilà, il n'y a plus d'actions chinoises dans les portefeuilles. Sauf LBPAM. Alors, non, je parle sur l'ensemble du marché, mais c'est pour donner un peu la perspective. Est-ce qu'il faut en remettre là aujourd'hui ? Sur la base d'une analyse économique, on serait tenté effectivement d'aller sur le marché des actions chinoises, parce que tout ce qui vient d'être dit est pertinent. On voit effectivement que un dispositif de relance va, disons, ancrer un petit peu la croissance chinoise, et les actifs chinois étant tellement sous-valorisés, on peut être tenté effectivement de remettre une allocation sur ce pays-là. Alors, pour notre part, on couple à cette analyse économique une tentative d'analyse politique qui, elle, pour le coup, nous effraie un petit peu, et en particulier au regard de la crise ukrainienne, parce que l'idée qui prédomine un peu dans les marchés depuis toujours, et nous aussi on a assez largement souscrit à cette idée-là, c'est de dire que le commerce adoucit les mœurs et que finalement les intérêts économiques l'emportent toujours sur les enjeux stratégiques. Doux commerce. Ouais. Voilà. Montesquieu. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que c'est sur cette base-là que personne n'avait vraiment anticipé une offensive aussi ample de la Russie sur l'Ukraine. Je crois que même les meilleurs spécialistes ne voyaient pas du tout les forces russes tenter d'aller jusqu'à Kiev. Et donc, il faut quand même sans doute peut-être se poser des questions. Est-ce que les intérêts économiques l'emportent toujours sur les intérêts politiques ? Est-ce que le conflit, la guerre en Ukraine, ne jette pas quand même une pierre dans ce jardin-là ? Voilà. Et du coup, faut-il revenir de manière assez normale dans une allocation structurellement, sur la Chine, juste en disant ça fait X% du PIB mondial, oui. C'est une économie où il y a de la technologie, il y a de la croissance. On doit légitimement avoir, quand on a un investisseur basé en Occident, une part significative de son portefeuille en Chine. La question se pose, il y a une prime de risque politique qui n'est sans doute pas complètement intégrée dans les raisonnements. Parce que qui peut dire que dans le cadre de la rivalité sino-américaine dont on parle depuis des années, avec moult documents attestant
que l'enjeu numéro 1 pour la diplomatie américaine, c'est de contenir l'émergence de la puissance chinoise qui, elle, n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Et donc, dans ces conditions, est-ce qu'il n'y a pas un risque politique beaucoup trop fort, qui lui-même est couplé à un risque juridique, parce que les conditions de détention de la propriété en Chine sont eux-mêmes pas tout à fait aux standards européens. Donc, après ce long développement, la conclusion, c'est qu'effectivement, pour ces raisons-là, on ne revient pas sur les actifs chinois. On a 1 minute chacun là. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vous intéressent? On se voit tous les mois dans les marchés. Comme on veut quand même participer un peu à la croissance en Asie, on va plutôt aller sur, par exemple, la Corée du Sud ou le Japon, qui sont 2 zones d'investissement assez importantes pour nous. On avait un positionnement très value, voire cyclique. On se détache un peu de ce positionnement-là pour revenir un peu plus vers des valeurs de consommation de produits de base. On oriente nos portefeuilles vers les infrastructures, puisqu'on peut les acheter via des véhicules cotés. Les infrastructures qui sont au cœur de la transition énergétique et qui permettent, si on les détient, de compenser en partie une éventuelle inflation. Et puis, on remet un petit peu d'énergie et de matières premières, puisque c'est là aussi... Après la correction qu'on a pu voir là. D'accord. Exactement. Donc, on était très value, on revient... Pour vous, ce n'est pas une rupture de la tendance sur les matières premières, ce qu'on a vu sur quelques semaines. Là. Non. Là, il y a une correction qui était liée sans doute à une poussée un peu trop forte des cours. Donc, profitons de cette correction pour revenir un petit peu. Voilà. Donc, voilà un petit peu les axes de nos portefeuilles. Qu'est-ce qui vous intéresse tactiquement ou stratégiquement dans les marchés? Donc les actions chinoises, on a compris. Voilà, mais en dehors de ça, on reste assez prudent. On peut avoir des bonnes nouvelles dans le 2e semestre, mais le scénario central pour nous dans le 2e semestre, c'est quand même un ralentissement de la croissance vers 0, voire légèrement négatif au tournant de l'année, que ça soit aux États-Unis ou en Europe. Et donc, on pense qu'il faut rester assez prudent. On a remis des obligations long terme dans les portefeuilles parce qu'elles permettent de nouveau, j'allais dire, de hedger un petit peu les risques. Et sur les actions, on reste, nous, sur des positions assez value, small cap et de qualité. C'est surtout ça, en fait. D'accord. De rester quand même sur des choses assez défensives et avec des entreprises capables de défendre leurs marges. On pense que là, le marché achète assez vite le fait que l'inflation va baisser assez fortement, notamment aux États-Unis, après l'action de la Fed. Nous, on reste plus prudent que ça sur la capacité de l'inflation à baisser avant d'avoir un ralentissement économique important. Wilfried, pour conclure. Nous, on reste effectivement assez diversifié. Il y a un élément qu'on a réintégré quand même depuis pas longtemps. C'est effectivement toute la partie technologie, la partie véritablement valeur de croissance. Parce que justement, moi, ce que je regarde sur les marchés, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les anticipations d'inflation sont en train de baisser quand même très vite. Et quand on regarde à la fois les anticipations sur l'indice que Jérôme Powell a dit lui-même suivre, c'est-à-dire l'indice Michigan, les anticipations d'inflation à 1 an, exactement, des ménages, sont en train de baisser de façon assez significative. Les anticipations sur le marché, les anticipations qu'on appelle 5 ans dans 5 ans, là aussi sont en train de baisser de façon très rapide. Et donc tous ces éléments-là font qu'on a une volatilité sur les taux qui montre que la croissance, la partie technologique des valeurs, et là je suis totalement d'accord, solides, ayant démontré leur capacité justement à générer du cash flow avec un bilan solide, c'est sûr qu'il ne faut pas aller vers des modèles qui demandent aujourd'hui beaucoup de financement. Là, effectivement, il y a des choses probablement à faire en ce moment. On verra, les anticipations baissent vite, ça c'est la fonction du marché, d'aller parfois vite. Dans la réalité, effectivement, on verra. Prochain rendez-vous, c'est le CPI US. Il y a des indicateurs avancés, des indicateurs retard. Oui, effectivement. Il faut toujours plutôt regarder les indicateurs avancés, les indicateurs retard. retard. Mais la Fed regarde de plus en plus ces indicateurs retard. C'est d'ailleurs leur problème. Ils ont un peu changé tout leur baromètre à la Fed. Bon, merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale Asset Management et Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments.